la plus grande tromperie de l'outil le plus important de l'État profond. Il s'agit de l'USAID. Mais avant de rentrer dans ce thème, avant de le développer davantage, je voudrais vous dire qu'il y a plus de 90% des gens qui nous regardent qui ne sont pas encore abonnés. Donc, je vais vous inviter à vous abonner parce que ça va nous aider et ça va surtout aider à répandre toutes ces informations davantage envers davantage de personnes. Donc, je compte sur vous pour le faire. Maintenant, rentrons dans tout ce qu'est ce USAID. Aux États-Unis, c'est en train de défrayer les chroniques. Tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que c'est en train d'ébranler l'État profond d'une façon où rien ne l'a encore ébranlé. Avant, il y avait toujours différents niveaux de protection, etc. Mais là, ça y va. L'USAID, ou USAID, hein, on le prononce si on fait le AID en aid, en tant que aid également, ça veut dire quoi? US, on sait, c'est les États-Unis, et AID, c'est l'Agence pour le développement international, Agency for International Development. Alors, quelque part, dans l'appellation, c'est assez ambigu. Et donc, on peut appeler ça aid. On croyait vraiment que c'était destiné à aider d'autres pays et que les États-Unis, dans leur magnificence, leur générosité absolue, étaient en train de chercher à aider d'autres pays. Moi-même, je suis tombé dans le panneau. Parce qu'il y a un bon bout de temps, pendant que je faisais mes études universitaires, où j'étais juste entre les États-Unis et la France, j'avais déjà fait plusieurs années aux États-Unis, et là, au bout d'un an d'études supérieures en France, où j'avais fait des cours à Sciences Po, à l'école pratique des hautes études, qui ensuite s'est transformée dans l'école des hautes études en sciences sociales, je me suis retrouvé à postuler pour un poste pour pouvoir travailler en été et gagner de l'argent. Et j'ai très bien gagné ma vie pendant cet été-là parce que j'étais accepté dans le fait d'être interprète diplomatique et c'est quelque chose qui dépendait du département d'État. Le département d'État en Amérique, c'est un peu comme le ministère des Affaires étrangères. Et pendant cet été-là, pendant un mois entier, j'ai eu l'occasion de voyager à travers tous les États-Unis avec le vice-recteur de l'université de Kinshasa. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre. Aujourd'hui, on sait que c'est la République démocratique du Congo. Et il s'appelait Alphonse Elungu. Et j'ai voyagé avec lui et j'ai assisté à énormément de réunions où j'ai appris beaucoup. Et dans beaucoup de ces réunions, on parlait à M. Elungu à l'époque du fait que les États-Unis étaient prêts à l'aider par le biais de USAID, USAID. Et donc, moi-même, comme il fallait que je traduise de l'anglais en français à M. Elungu, je traduisais USAID comme aide des États-Unis. Vous voyez? Donc, même moi, qui pourtant je pensais être un très bon interprète, je suis tombé dans le panneau de représenter le USAID en tant qu'aide américaine auprès de pays du tiers-monde et dans le fait de pouvoir faire des choses. Et a posteriori, quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit, mais chaque fois, il y avait des gens qui insistaient sur l'importance que quelqu'un qui pourtant a un poste quelconque, un vice-recteur de l'université Kinshasa, c'est pas le plus haut des niveaux, mais quand même, c'est un niveau influent pour l'attirer vers le fait de participer à USAID. C'est bien plus tard que j'ai compris que pour comprendre les raisons pour lesquelles les choses étaient faites, il fallait toujours suivre l'argent. Alors, d'où vient ce USAID ou USAID? Eh bien, ça a été créé en 1962 ou 63 par là, par John Kennedy. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, John Kennedy avait des gros problèmes avec la CIA, où la CIA en faisait à sa tête. À la tête de la CIA, il y avait Alan Dulles. Dulles, ça s'écrit Dulles en français, D-U-2-L-E-S, qui était à la tête de la CIA, et il en faisait qu'à sa tête, il s'en fichait complètement des opinions de John Kennedy. D'ailleurs, il allait contre des politiques de John Kennedy en Afrique qui voulaient mettre fin à des guerres et réellement amener de l'aide à des pays africains, alors que la CIA était dans le business de renverser du gouvernement, de faire déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des révolutions de couleur, afin d'avoir son influence dans ce domaine-là. Et il y avait déjà un conflit énorme entre la CIA et John Kennedy au moment de la crise de la baie des Cochons et de la crise des missiles nucléaires avec Cuba en 61. Et c'est
grâce à Robert Kennedy Senior, qui était le frère de John Kennedy également, qui se sont rapprochés de Khrouchtchev, qui était la tête de l'URSS à l'époque, et qui a évité la guerre nucléaire. Et dans ce contexte-là, Kennedy voulait une réduction des armes nucléaires d'une façon générale. Et il avait promis à Khrouchtchev qu'il allait faire tout son possible pour que les États-Unis utilisent de leur influence pour réduire la croissance nucléaire à travers le monde entier. Et donc, John Kennedy, avait fait pression sur Israël à l'époque pour que Israël ne poursuive pas son développement nucléaire. Il avait parlé à Ben Gurion à l'époque, qui était à la tête d'Israël, pour que ceci se passe, mais Israël était contre. Et Israël ne voulait pas avancer dans le sens de Kennedy. Et Israël était soutenu par la CIA à l'époque. Et ce conflit s'est fait juste vers le mois de mai 1963. Souvenez-vous que c'est au mois de novembre, 6 mois plus tard, que Kennedy a été éliminé. Est-ce que c'était lié ou pas? J'en sais rien. Mais Kennedy, à l'époque, avait décidé de créer les USAID pour que ça aille à l'encontre de la CIA, pour qu'en fin de compte, ça soit quelque chose de bénéfique au monde entier et que ça continue de cette façon-là. Mais très rapidement, avec la disparition de Kennedy 6 mois plus tard, que Israël était mêlé ou ça, on n'en sait rien, mais à chacun d'en tirer des conclusions, d'un seul coup, on a commencé à changer le USAID, où c'est tombé complètement sous l'emprise de la CIA. Moi, j'ai découvert le USAID 10 ans plus tard, lors de ce que je vous disais que je faisais en tant qu'interprète diplomatique, où j'en ai entendu parler complètement. Aujourd'hui, avec DOGE, qui est le département pour créer une efficacité gouvernementale pour réduire des coûts non nécessaires aux États-Unis, on sait que le USAID n'était rien d'autre qu'une opération de blanchiment d'argent. En anglais même, au lieu de parler de blanchiment d'argent, on dit de lessivage, parce que essentiellement, on lessivait tout pour ne laisser pas de traces et pour que ça passe de cette façon-là. Et il se trouve qu'au fil des dernières décennies, on a découvert que les démocrates étaient les premiers à bénéficier de tout ça, parce que pour les démocrates, il y a 97% des dons qui allaient vers le USAID et qui profitaient également des dons de l'USAID, parce que ça va dans les deux sens, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi, je vais élaborer là-dessus. Ça allait dans la participation des démocrates. Il faut comprendre que le budget général de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est l'espionnage et tout ça, etc., aux États-Unis, c'est de 70 milliards de dollars, ce qui n'est pas une somme négligeable, 70 milliards de dollars. Et là-dedans, il y a la CIA, mais il y a également le USAID. Et le USAID représente entre 45 à 50 milliards de dollars sur les 70 milliards. Et ce qu'il y a, c'est que même la CIA est obligée de justifier de certaines de ses dépenses, alors que le USAID, il y a toute une structure de dépenses cachées où on a mis des tas d'autres actions en avant, où les gens n'osent même pas y toucher parce que c'est comme s'ils touchaient à la retraite de mémé. Hein, parce qu'on dit USAID fait tellement de bien à travers le monde qu'on ne peut même pas en discuter. Donc, il y a un budget de 50 milliards de dollars dont on n'a pas besoin de justifier. Et là, récemment, Elon Musk a mis ses doigts là-dedans, il a mis ses yeux là-dedans, et il travaille avec toute une équipe, et il a commencé à faire le jour sur toutes les actions de l'USAID. Il faut comprendre l'importance de ce que c'est, parce que jusqu'à maintenant, on pensait que celui qui agissait le plus d'une façon cachée, c'était George Soros par le biais de son organisation qui s'appelle Open Society, que lui contribuait à des tas d'éléments cachés par un déguisement de philanthropie. Mais Soros par lui-même ne vaut que 40 milliards de dollars. Bon, on dit que, mais c'est pas ça, mais il vaut ça en tout. Alors que le budget de USAID est de 50 milliards par an. Et ça n'a pas besoin d'être justifié ni quoi que ce soit.
Et alors que, bien sûr, Soros ne va pas dépenser tout ça de cette façon-là. On sait d'ailleurs que l'Open Society a été banni dans plusieurs pays dans le monde, dont la Russie, il y a déjà quelques décennies, et USAID, écoutez bien, ça sera à vous de tirer des conclusions de ça, a été banni et expulsé de Russie en 2012. Juste à peu près le même moment où on a commencé à imposer des tas de sanctions sur la Russie. Est-ce que c'est le hasard? Vous savez, au bout d'un certain temps, il ne faut pas croire au hasard. 2 ans plus tard, il y avait une révolution de couleur avec la crise de Maïdan en Ukraine, où il y a eu un renversement du gouvernement. Et aujourd'hui, dans les données que trouve Elon Musk là-dedans, tout ça, ça a été financé par le USAID. Et le USAID a été derrière tout ce qu'on appelle les révolutions de couleur, qui sont des renversements de gouvernement. Les plus célèbres, dont moi j'avais entendu parler pendant un certain temps, c'était l'Égypte et ensuite récemment on a vu la Syrie. On connaît tous la Libye avec Kadhafi. Maintenant, on sait, tout le monde en parle, on sait que ça existait. Mais aujourd'hui, quand on commence à creuser dedans, la première révolution de couleur a eu lieu vers la fin des années 60. Et vous savez où? En France. Mai 68 a été une révolution de couleur financée par la USAID. Pourquoi? Parce que la CIA en voulait à mort au général de Gaulle, au président de Gaulle à l'époque, parce que lui, il voulait justifier de l'utilisation de l'or, de l'argent aux États-Unis, etc. Et il voulait récupérer l'or contre les dollars qu'ils avaient. Il fallait éliminer toute personne qui allait chercher à avoir une indépendance. Souvenez-vous, Kadhafi a cherché à faire la même chose après. Moubarak en Égypte de la même façon. Donc ces gens-là, il fallait qu'ils soient éliminés, et c'est là où le USAID a fait ça. Alors comment est-ce qu'ils ont fait tout ça? C'est une structure de corruption qui fonctionne par les ONG. Qu'est-ce que les ONG? Les ONG, c'est les organisations non gouvernementales, où on crée une organisation, on pris notre organisation, etc., et on donne de l'argent à une organisation qui a tout un titre ronflant sur le fait qu'ils vont faire des bonnes choses, etc., tout comme l'UNICEF qui s'occupe des enfants pour les Nations Unies, jusqu'à ce que moi-même j'ai découvert dans certaines situations en Afrique que les agents de l'UNICEF échangeaient de la nourriture contre des faveurs, je ne vais pas vous expliquer lesquelles, sinon on va être banni de YouTube, mais auprès des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, là, dans cette structure, ça passait de ONG à ONG, à ONG, à ONG, et ensuite, on ne s'y retrouvait plus. Il aurait fallu que des gens dédient leur vie entière pour pouvoir exposer tout ça. Et c'est ça la force d'une grande bureaucratie quand elle est organisée de cette façon-là. Et tout ça ensuite, ça venait du soutien de certains démocrates, et ensuite l'argent revenait pour financer les élections des mêmes démocrates, pour financer leur campagne. Mais c'est bien plus que seulement les financements des campagnes, parce que si on investit dans le fait que quelqu'un gagne, il faut en retirer quelque chose, mais il faut leur donner quelque chose en retour. Aujourd'hui, si on regarde des gens comme Ocasio-Cortez, qui est une des démocrates très de gauche et qui a été mis à cette place de la même façon que ce que faisait Klaus Schwab avec l'ordre mondial, là, avec tous leurs trucs, c'est qu'ils ont cherché à placer des jeunes intelligents dans cette position pour qu'eux commencent à représenter les intérêts de l'État profond ou des États profonds du monde. Et de cette façon-là, on allait pouvoir les canaliser. Mais il faut qu'ils gagnent, que ça soit gagnant-gagnant pour eux également. On découvre qu'il y a plein de démocrates, et même des républicains aussi, parce qu'il n'y a pas que des démocrates qui mouillent là-dedans, qui trempent la main dans tout ceci, et eux, ils reçoivent de l'argent en retour. On sait par exemple qu'un congressman, c'est-à-dire un député démocrate ou républicain, gagne environ 175 000 $ par an. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'au bout de 4 ans, ces gens-là peuvent se permettre d'acheter une maison, alors qu'ils n'avaient pas d'argent avant, qui vaut 3, 4, 5, 6 millions de dollars? D'où est venu cet argent? Par le biais d'autres organisations, ça revient, etc. Et tout ce qu'il faut, c'est
identifier partout où il y a l'argent. Maintenant, si on veut identifier qui ont intérêt là-dessus, ben, il suffit de regarder tous les gens qui sont contre tout ce que Musk est en train de faire dans le fait de mettre de la lumière du jour sur les fonctionnements de l'USAID. Il y a même une étude qui a été faite par une organisation qui, avec le principe d'une caméra cachée, a interviewé des gens qui travaillaient directement et indirectement pour le USAID et ils ont dit c'est pas grave, nous on va s'enterrer, on va se mettre dans notre cocon à l'abri pendant 4 ans où Trump va être président et ensuite on va continuer à organiser nos trucs pour que la bureaucratie devienne de plus en plus grande, on va financer comme il faut, mais on va pas trop bouger et ensuite dès qu'il sera pas là, on va réapparaître et on est prêt à attendre parce qu'on ne va pas se débarrasser de nous si facilement que ça. Alors, que faire dans ce cas-là? Ben, l'explication de Musk est très intéressante. Il a dit, il faut comprendre que si le gouvernement ou l'État profond est comme une pomme, ce n'est pas un verre qu'il y a dans une pomme. Parce que s'il y a un verre qu'il y a dans une pomme, on peut identifier le petit trou, le découper, retirer la partie avec le verre, et si on a réellement faim, ben on peut manger le reste de la pomme. Il dit, c'est pas un verre qu'il y a dans une pomme. La pomme est truffée de verres. En fin de compte, dans un panier, on croit qu'il y a des pommes, il n'y a que des verres. Et Musk a même dit plus que ça, c'est comme s'il y avait un nid de vipères dans tout ceci, avec tout ce qui fonctionne contre nous de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, il faut couper la tête au serpent. Il faut éliminer l'activité entière pour qu'elle ne puisse pas survivre pendant un certain temps. Et si on élimine le truc entier, ça fonctionnera. C'est là où intervient quelqu'un comme Trump. Je disais dans la soirée électorale que Trump avait la richesse de pouvoir prendre des décisions rapides. Et s'il se trompe un peu, il peut les corriger. Et Musk est le même. Musk a créé une équipe de jeunes ingénieurs, des mecs de 21, 22 ans, etc., qui travaillent dans certains bureaux à la Maison-Blanche en ce moment et qui y vivent. Et ils travaillent 18 heures par jour. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés dans le fait de découvrir des choses. Maintenant qu'ils ont accès pour faire la lumière de nouveau, ils vont continuer à travailler là-dessus. Donc, toute cette équipe DOGE, le département pour l'efficacité gouvernementale, les jeunes ont même reçu des menaces de mort. Et Musk a dit, on va contre-attaquer en justice, contrôler tous les gens qui le disent, parce que ces mecs-là, c'est des férus de l'informatique, ils savent reconnaître qui les attaque, d'où viennent ces attaques, et donc il va y avoir un contre-pouvoir qui va être très fort. C'est marrant que les gens qui sont au pouvoir soient obligés d'organiser un contre-pouvoir pour démonter un des outils les plus forts de l'État profond. Donc, il faut comprendre tout ce que faisait l'USAID. Il finançait également toute la censure par le biais de pays étrangers. Par exemple, en France, on n'a pas le droit d'avoir Rumble. Rumble, certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'est le premier concurrent de YouTube. Et je sais, je suis sur YouTube, j'en parle, mais Rumble est en train de grandir. En bourse, ça grandit énormément. Et tous les actionnaires dedans viennent de partout. Ce n'est pas seulement une entité qui est dirigée par Google, des choses comme ça, etc. Mais donc, eux finançaient la censure dans de nombreux pays. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, notamment les pays européens, et pendant un certain temps en Amérique également, jusqu'à la venue de Trump, la censure est en train de battre son plein. En Russie, on peut écouter toutes les télés françaises, américaines, tout ce qu'on veut, etc. En France, on n'a pas le droit d'avoir accès à RT, par exemple, qui est Russia Today, qui est une télévision russe. Et je ne suis pas en train de défendre les Russes ni quoi que ce soit. C'est seulement pour vous donner des exemples de l'amplitude de ce qu'il y a. Pour les démocrates aujourd'hui qui sont en train de paniquer parce que d'un seul coup, ils se voient avec tout leur vivre coupé parce que quand Trump prend une décision, il coupe tout de suite, plus de fric. Pas seulement plus de fric, mais même par le biais du département du Trésor, ce qui est un peu le ministère des Finances aux États-Unis, il coupe la possibilité d'écrire des chèques à certaines entités. Et pour les démocrates, ils sont en train de gueuler, ils disent
Ce que Trump est en train de faire, ce que Musk est en train de faire, c'est pire que le 11 septembre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de toucher à leur enrichissement, à l'enrichissement des politiques de cette façon-là. Alors, on va développer tout ça bien plus encore davantage parce que vous verrez que ce qui est en train de se passer avec l'USAID, c'est qu'un début d'une des têtes de l'État profond, mais ça va avoir des effets sur des tas d'autres pays, y compris tous les pays occidentaux, y compris tous les pays européens, parce que les gens, d'un seul coup, vont commencer à se poser des questions sur la corruption et vont pouvoir se dire, ben, il doit y avoir le même genre de corruption chez nous. Et on va commencer à penser en ces termes-là. Parce que pendant un certain temps, toute notre pensée est guidée à force de répéter que les autres sont en train de nous attaquer. On ne regarde pas tous les coupables. Alors, on va développer ça bien davantage dans certaines des choses qu'on va faire. Alors, je voulais vous dire, ça va être très important dans ce contexte-là pour vous de vous abonner, de liker et de partager ceci. Ça va nous aider à répandre tout ce qu'on est en train de dire à davantage de personnes. Et là, très bientôt, on va avoir 3 séries exclusives. On va vous en parler dans les jours qui viennent sur notre chaîne ici, sur comment vous allez pouvoir vous abonner aux séries exclusives et également. On va pouvoir aller bien plus en profondeur dans ce genre de choses, y compris avec des lives, avec d'autres choses. On va pouvoir être en interactif. Donc, ne les ratez pas parce que c'est aujourd'hui qu'il faut s'équiper. Chacun d'entre nous, c'est notre responsabilité. Il ne s'agit pas d'être tout simplement spectateur, mais il faut qu'on s'équipe, qu'on s'arme pour être au courant de tout. Et notre premier live dans ce contexte-là va être ce lundi 10 février qui vient à 20h sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là et on va commencer à approfondir toutes ces choses-là davantage. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi dans le fait de faire la lumière sur tout ceci.